Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, Rio Bravo, un des films les plus célèbres de tous les temps. J'ai choisi pour vous l'extrait où le shérif Chance, John Wayne, et son assistant Dude, Dean Martin, poursuivent un assassin. Chance, out here. You all right? Just dirt in my eyes. Did you get him? I don't know. He came out the side door. He was running fast. He was running fast and you missed But I him. couldn't get a good shot at him. Might have winged him. I don't know. Oh, don't worry. It's my fault we lost him. Well, he hasn't got away yet. I wouldn't be standing there. He went into Burdett's saloon. He's still in there. Alors l'histoire de Rio Bravo, eh bien, c'est un shérif qui est assiégé dans sa prison et qui doit empêcher en fait l'évasion d'un prisonnier jusqu'à ce que le marshal arrive pour venir le chercher. Alors ce type de huis clos a d'ailleurs été repris dans de nombreux films comme par exemple dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero ou encore dans Assaut de John Carpenter ou bien aussi Need Gap de Florent Emilio Siri. Alors dans ce plan, on découvre Dean Martin et John Wayne. Le personnage de Dean Martin a sombré dans l'alcool et en fait il a perdu ainsi toute crédibilité aux yeux du shérif et du public aussi. Ce qui explique que Hawks en fait choisisse de le placer plutôt dans l'ombre, contrairement à la figure exemplaire et lumineuse du shérif Chance. Alors ce qui fait la particularité de Rio Bravo, c'est que bien que l'histoire soit sérieuse et profonde, eh bien, l'humour est toujours omniprésent. Et c'est pourquoi, ici, alors que nous sommes au cœur d'une course-poursuite, eh bien, les personnages prennent tout leur temps pour se disputer. Et finalement, le plan américain qui est frontal, eh bien, permet d'insister sur la gestuelle des corps un peu comiques, qui nous rappelle fortement le duo que Dean Martin avait mis en place avec Jerry Lewis quelques années auparavant. Et d'ailleurs ce principe du duo complémentaire de deux acteurs, de deux personnages différents, eh bien c'est quelque chose de très présent dans les buddy movies. Vous savez, ce genre de film un peu comme L'Arme Fatale. How do you know? You can see both doors from here. There ain't any others. I'm an expert on saloons. You get a chance to see who he was? But we'll know. He'll have muddy boots. He stepped in that puddle by the trough. Alors ensuite, quand l'échelle de plan se resserre autour des deux personnages, eh bien on se rend compte que la discussion devient plus sérieuse. Et on peut ainsi mieux observer le contraste vestimentaire entre les deux personnages, c'est-à-dire que l'apparence de Dean Martin, eh bien, elle est assez négligée. Vous voyez, il est mal rasé, les vêtements sont usés, contrairement à l'apparence de John Wayne. You figure we're going in there after him? Aren't we? We used to. There's 8 or 10 Burdett men in there. Maybe more. You take the back door. I'll go in the front. I'd like to try this. You like to try what? I've been going in the back door. They haven't been letting me in the front. Think you're good enough? I can find out. So would I. I'll let you know when I get... La discussion entre alors dans une dernière partie. C'est la partie où Dean Martin essaye de prendre les devants, en fait, de prendre en main l'enquête, et il essaye de regagner ainsi la confiance de John Wayne. Alors, la rivalité se fait sentir dans ce passage par la mise en scène en champ contre champ, qui montre toujours à l'image en fait le personnage qui parle, sauf à la fin. Et à la fin, justement, alors que John Wayne est en train d'accepter la proposition, c'est-à-dire de confier quelque chose d'important à Dean Martin, eh bien la caméra reste de manière assez logique sur Dean Martin qui devient alors le leader de cette enquête. Around back. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie de l'extrait et nous avons pu constater
Donc la mise en scène a beau être en fait ultra discrète chez Hawks, eh bien elle n'en est pas pour autant anodine, puisque vous avez vu qu'elle évolue finalement subtilement en fonction de l'intrigue. Alors dans les 3 plans précédents que vous venez de voir, eh bien Dean Martin, qui doute beaucoup de lui-même, en fait s'approche de l'entrée du saloon. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour Hawks d'insister sur le manque de confiance de Dude dans la mise en scène. Ainsi, dans le premier plan, eh bien, John Wayne sort du cadre. C'est-à-dire qu'il laisse Dude tout seul, minuscule devant la façade du saloon, face à lui-même. Ensuite, dans le deuxième plan, le premier mouvement de caméra de l'extrait, justement, ce qui est notable, eh bien, c'est un travelling d'accompagnement, mais qui est chancelant. C'est-à-dire qui est un peu à l'image de Dude et du fait que ses jambes sont en train de se dérober sous lui. Et enfin le dernier plan, alors c'est un plan où on voit Dude finalement prendre de moins en moins de place dans le cadre puisqu'il s'approche de la façade. Et à la fin du plan, eh bien, ça prépare subtilement le passage à l'intérieur du saloon. Car en fait, le spectateur, bon, forcément, il attend maintenant de voir le visage crispé de Dean Martin. Il est impatient de voir ce visage et donc, très naturellement, on va pouvoir passer à l'intérieur du saloon pour voir ce visage. Alors la mise en scène de ces 2 plans s'appuie complètement sur la vision donc, de Dean Martin, sur son point de vue. On note que d'ailleurs Hawks le laisse central dans le plan, ce qui facilite d'ailleurs le raccord dans l'axe entre ces 2 plans. Et ensuite, en nous montrant dans le cadre que ce qu'il peut voir. C'est-à-dire par exemple, vous avez vu quand Dude est caché derrière la porte battante, eh bien le spectateur, nous en fait, on n'a plus grand chose à regarder sinon cette porte battante. Alors dans ce plan large, qui est composé un peu comme un décor de western, c'est-à-dire que vous avez une allée centrale qu'on pourrait comparer par exemple à l'unique rue de la plupart des villes de western, avec de part et d'autre comme ça les curieux qui sont en train de se presser pour essayer de voir le duel, l'attraction un petit peu de la ville. Et ici c'est encore plus angoissant car l'adversaire en fait il est invisible. Dude ne sait absolument pas où il est. Et en fait, malgré le grand nombre de personnes qui sont présentes dans le cadre, de part et d'autre, à gauche et à droite, eh bien Dude semble profondément seul, grâce à la composition du plan en fait, qu'a choisi Hawks, c'est-à-dire de laisser Dude seul au centre de ce plan, minuscule. Enfin, on remarque qu'instinctivement, en fait, Dean Martin, Dude, se dirige vers le bar, donc vers la partie gauche du cadre, et Hawks insiste ainsi sur la difficulté en fait, de son personnage à se libérer de son addiction pour l'alcoolisme. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons voir en fait, dans tout cet extrait que cette dépendance à l'alcool, elle est omniprésente. Begin with you, Charlie. Shotgun you keep under the bar. Pick it up by the barrels. Alors il est temps pour John Wayne d'entrer en scène, et alors qu'il entre par l'arrière, c'est-à-dire qu'il était censé normalement avoir une position secondaire dans cette enquête, eh bien il le fait de façon tonitruante avec la porte qui claque. Et on constate que dans la façon dont il est filmé, avec le choix de l'angle, eh bien les 2 armes de John Wayne sont parfaitement visibles, mises en évidence. Contrairement à Dude, qui, comme vous l'avez constaté, en fait, eh bien, pour Dude, on a du mal justement à voir son revolver, et donc c'est ce qui contraste justement. Alors, justement, la mise en avant du shérif Chance, ici, elle repose par exemple sur une faible profondeur de champ, justement où la netteté, le point, est fait sur John Wayne, alors que les autres occupants de la scène sont dans le flou. Ça repose aussi sur la droiture inébranlable de l'acteur de John Wayne, sa posture, sa façon de se tenir.
Et le fait que c'est lui, John Wayne, qui va provoquer le panoramique vers la droite, alors que dans le plan suivant, eh bien, c'est plutôt le panoramique vers la gauche qui va pousser Dean Martin vers le bar. Donc il y en a un qui provoque le mouvement de caméra, l'autre qui le subit. Vous constatez d'ailleurs que la gestuelle de Dean Martin à ce moment-là, elle est très parlante. C'est-à-dire qu'il donne l'impression de brasser beaucoup d'air pour pas grand-chose et d'être vraiment mal à l'aise avec son corps. Donc le doute ici envahit l'ensemble de l'action. Et vous voyez que cette façon d'être mal à l'aise avec son corps, ça contraste vraiment avec l'attitude de John Wayne qui lui, il est tout en économie de mouvement. Très sobre. Easy. Thought you were gonna ask for a drink. Been a long dry spell. Shotgun first. Set it down. Back up. Jim, Pedro, get over there. All right, the rest of you. I'm not going to tell you twice. You're going to stand up and stand real still. Now. All right, now one by one. Start with you. Unbuckle your guns, drop them and step back. Alors pour la première fois dans cet extrait, eh bien Dude tente vraiment maintenant de s'affirmer. C'est lui d'ailleurs qui déclenche finalement le prochain mouvement de caméra, le panoramique vers la droite. Alors indirectement parce qu'en fait il ordonne aux hommes de se déplacer vers la droite et donc finalement il entraîne ce mouvement de caméra. Et donc finalement il commence à prendre les devants. Et ce mouvement de caméra permet d'ailleurs à Hawks en fait d'éliminer du cadre toute la partie bar. Et d'ailleurs on constate que le barman, lui, il va rester complètement indissociable du bar, puisqu'il va rester donc sur la gauche et va être évacué du cadre. On remarque qu'avant d'entraîner ce panoramique vers la droite, Dude a failli flancher près du bar. On le sentait comme ça, très, très proche, tout à fait prêt à s'accouder de nouveau au bar. Mais justement, il se ressaisit et il fait tous les efforts pour essayer de lutter contre son addiction. Et justement, comme il prend les devants, eh bien, on voit maintenant clairement les armes de Dude qu'on avait du mal à distinguer avant puisqu'il s'est retourné dans l'autre sens. Et on voit maintenant donc clairement son revolver et puis le fusil qu'il tient de l'autre main. Et justement, il a finalement autant d'armes maintenant que John Wayne, alors que John Wayne paraissait plus armé il y a quelques instants. D'ailleurs, dans le plan suivant, sur John Wayne, eh bien, John Wayne, le shérif Chance, perd d'ailleurs un peu d'importance par rapport au plan précédent dont on a parlé, puisque lorsque Dude ordonne à tout le monde de se lever, eh bien finalement tous les gens, tous les cowboys sont à peu près au même niveau que John Wayne, donc John Wayne perd de l'importance dans ce plan-là. Dude devient alors vraiment meneur et se distingue vraiment bien du groupe par l'angle qui a été choisi par Hawks, puisque en laissant de l'air comme ça entre Dude et le groupe des cowboys, eh bien, Dude vraiment se distingue en tant que leader et meneur. No reason for you to move, Charlie. What's this all about? C'est justement au moment où Dude a réussi à prendre l'ascendant sur les cowboys que le barman, conscient en fait de la faiblesse de Dean Martin, c'est-à-dire l'alcoolisme, tente une nouvelle fois de le défier, d'appuyer là où ça fait mal. Et donc, justement, il y a un panoramique vers la gauche qui insiste sur cette tentative de transgression du barman vis-à-vis de Dude. Alors dans ce plan américain sur John Wayne, eh bien, donc il paraît baisser la garde. La partie gauche du cadre, vous constatez que cette partie elle est vide, comme pour signifier que John Wayne finalement laisse Dude s'occuper de toute la partie gauche avec les cowboys. Dans la suite du plan, donc, John Wayne va menacer le barman pour essayer de le stopper, parce qu'il n'est pas tout à fait confiant encore dans la capacité de Dude de maîtriser l'ensemble du saloon. Et notamment l'ensemble du saloon et notamment la partie bar.
Voilà, une fois qu'il a remis en place le barman, il retrouve un petit peu de quiétude, de confiance, et il peut de nouveau donc baisser la garde avec ce petit sourire symbolique. What's this all about? We're looking for a man that ran in here. Nobody's run in here. We'll remember you said that. The man we're looking for has muddy boots. Now, one by one, hold up your feet. Alors ensuite, quand l'interrogatoire commence, on constate que le corps de Dude se confronte avec les autres, c'est-à-dire qu'il entre en contact, il s'approche, il entre en contact avec les autres corps. Et d'ailleurs, en s'approchant de la caméra, eh bien, Dude prend de plus en plus de place dans le cadre, comme pour essayer d'affirmer sa supériorité, sa volonté de prendre la place de leader. Dans le plan suivant, alors ce qui est assez drôle, c'est surgi de nulle part, finalement, de façon vraiment comique. Et c'est d'ailleurs à la limite du faux raccord, puisqu'on ne le voyait pas dans le plan précédent. Vous avez un cow-boy au bandana, la bandana rouge, qui tente de tenir tête justement à Dude. Et John Wayne le remet clairement, le calme très rapidement, le remet en place. Ce qui a pour effet justement de libérer de l'espace au niveau de la composition du cadre entre John Wayne et cet homme au bandana rouge. Donc il est tellement calmé cet homme que il va se cacher derrière son complice. Et Hawks choisit justement le moment où Dude est en train de continuer à examiner les bottes, puisqu'il cherche, le seul indice qu'il a, c'est des bottes un peu crottées de boue. Eh bien, il choisit ce moment où Dude examine les bottes pour nous apporter un des plans les plus fameux et les plus importants de cet extrait, c'est la plongée qui est du point de vue du tueur qui est caché dans le grenier. Alors, grâce à ce plan, en fait, il nous évite un examen fastidieux de toutes les bottes, puisque ça n'a aucun intérêt, puisque le tueur n'est pas en bas. Et finalement, ce plan, cette plongée si particulière, elle donne un temps d'avance au spectateur, un peu comme chez Hitchcock. On constate que cette première plongée, donc, qui contraste vraiment avec la mise en scène habituelle de Hawks. Pourquoi ça contraste ? Parce que la mise en scène habituelle, c'est finalement une mise en scène un peu invisible, assez discrète. Souvent la caméra, elle est à hauteur d'homme, hein. On dit que Hawks filme à hauteur d'homme. Et donc, ici, ce qui contraste, c'est que tout d'un coup, on a un plan, on a une mise en scène qui est un peu voyante. Voilà. Ce choix de la plongée, de placer la caméra au niveau du toit, c'est voyant. Mais c'est amené subtilement, puisque en fait c'est logique de mettre la caméra en haut, puisqu'il y a le tueur qui s'y cache. Alors, cette plongée, elle crée justement, en donnant un petit peu un temps d'avance au spectateur, elle va créer du suspense, puisque à partir de là, eh bien, le spectateur, eh bien, il aura peur pour Dude, parce que à ce moment-là, le tueur peut tirer sur les protagonistes n'importe quand. Et donc, elle traduit justement cette plongée, la domination du tueur. Il est à constater que dans cette plongée, la composition du cadre associe clairement, donc en plaçant le tueur sur la droite du cadre, elle associe clairement le tueur à la partie bar, c'est-à-dire à tout ce qui est négatif pour Dude. Enfin, Hawks, pour quitter finalement ce plan si particulier et voyant, pour quitter cette plongée, il va le quitter de manière très habile, finalement en montrant Dean Martin sortir du champ de vision du tueur, mais aussi de notre champ de vision, ce qui va obliger le tueur, et nous par la même occasion, à se pencher pour essayer de suivre, et donc finalement il est tout à fait logique que la caméra redescende pour voir justement où est parti Dude. Who saw a man running here? I did. Almost forgot about you, Charlie. Come on out. Clean as a whistle. Ensuite, dans ce plan suivant, eh bien, on retrouve le même plan que précédemment, c'est-à-dire de nouveau Dean Martin et les cowboys, sauf que Dean Martin, il est maintenant en train de s'éloigner de la caméra, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus petit, et c'est logique puisque il ne trouve pas de boue sur les bottes. Donc lui qui commençait à retrouver de la confiance, il perd instantanément cette confiance, le doute l'envahit de nouveau de manière très forte. Forcément,
puisqu'il ne trouvera pas, il se rend compte, plus il avance au niveau des cow-boys, qu'il ne trouvera plus, il se rend compte qu'il ne trouvera pas de suspect. Et donc, ce nouveau moment de doute, important pour Dude, eh bien, dans ce moment-là, il est finalement tout naturel que la caméra revienne sur le barman. Et c'est logique puisque la tentation de l'alcool va reprendre le dessus. Alors dans ce moment de doute important où le barman essaye de reprendre l'ascendant sur Dude, qui est vraiment dans un grand moment de faiblesse, eh bien Dude aurait bien besoin de l'aide de quelqu'un, mais il va se retrouver complètement seul, même John Wayne finalement ne va pas l'aider. Et d'ailleurs donc dans ce plan sur John Wayne qui a toujours la même échelle qu'auparavant, eh bien on ne voit plus du tout les armes de John Wayne, c'est-à-dire que c'est plus le shérif armé qui vient aider Dude, c'est un simple spectateur de plus parmi les cow-boys, donc il fait partie de l'assemblée et ne peut venir en aucune façon en aide à Dude. Alors justement, John Wayne va regarder Dude et ce raccord de regard va permettre de passer naturellement de nouveau sur un plan sur Dude. Et dans ce plan américain sur Dean Martin, eh bien, vous constatez qu'il est pris en sandwich entre deux adversaires. D'un côté, c'est lui qui va se moquer de lui avec la pièce de monnaie, et puis de l'autre côté, à gauche, le barman. Il essaye de trouver une issue, grâce à son déplacement vers la gauche qui est accompagné par un panoramique. Et c'est sans issue puisque pour trouver une issue, il se dirige vers le bar, donc il est de nouveau bloqué devant ce qui l'angoisse le plus. Ce panoramique vers le bar d'ailleurs se stoppe à un moment donné précis, à un moment donné où entre lui et le barman se trouve l'échelle, la fameuse échelle qui a permis au tueur d'aller se réfugier au grenier. Et elle est non seulement mise en évidence dans la composition du plan puisqu'elle est centrale, mais aussi parce qu'elle est accompagnée juste à côté d'une petite lampe à huile qui insiste vraiment sur la présence de cette échelle. Et on imagine très bien donc à ce moment que tout le monde dans le saloon a parfaitement compris que le tueur est venu, qu'il a pris l'échelle et qu'il s'est caché au grenier, y compris John Wayne, et que la seule personne maintenant qui reste et qui n'a toujours rien compris, c'est Dean Martin. Dude, you've been seeing things again. You better have a drink. Dude, maybe this'll help. Alors, donc, maintenant qu'on sait à peu près comment tout s'est passé, et qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui n'a rien compris, Dean Martin, eh bien, on va évidemment assister un peu à la déliquescence de Dean Martin, qui perd complètement ses moyens, qui stresse de plus en plus, puisque il devient un peu la risée de tout le monde. Alors, ça fait un peu comme si on était à l'école, et que l'élève Dude, finalement, qui se heurte à un obstacle, comme quelqu'un qui est au tableau, un élève qui n'arrive pas à résoudre un problème, eh bien, essaie de se retourner vers l'instituteur, mais l'instituteur, il veut pas l'aider parce qu'il veut l'évaluer. Et puis, vers les autres élèves, c'est d'aucune aide puisque les autres sont plutôt en train de se moquer de lui. Donc, il cherche vraiment en vain de l'aide autour de lui. Et dans la suite donc de la mise en scène, donc on assiste à de nombreux plans rapprochés, y compris sur Dude, qui permettent justement de mieux voir son visage, son torse luisant avec la sueur, l'hésitation de son regard qui cherche partout de l'aide. Et donc toutes les caractéristiques du doute sont présentes dans ce plan rapproché sur Dean Martin. Ensuite, parmi tous les gens qui sont autour de lui, eh bien, on voit qu'il y a une évolution dans les plans qui sont montrés, puisque d'abord il y a le barman seul, qui est un ennemi, ensuite on a un plan sur celui qui le nargue avec la pièce de monnaie, et qui est... il est avec d'autres personnes, ils sont 3, et puis ensuite un peu plus tard, 2 plans après, on a cette fois-ci 7 opposants qui sont en train de rire, donc c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se moquer de lui, et finalement Dude se retrouve un peu comme encerclé dans cette mise en scène, comme s'il était dans une arène et qu'il était finalement, c'était un peu le bouffon, le clown involontaire au centre de cette arène et que tout le monde est en train de se moquer de lui. Voilà. Le fameux plan sur le crachoir avec la pièce de monnaie qui tombe dedans, il fait référence à la première séquence de Rio Bravo qui est une des plus célèbres, alors notamment parce qu'elle est entièrement muette et que le génie de Hawks permet
finalement de faire tout comprendre au spectateur uniquement par des choses qui sont visuelles dans cette première séquence. Et donc, ce qui est important dans cette première séquence avec cette pièce dans le crachoir, c'était que c'était une façon justement de montrer finalement que Dude finalement était la risée de tout le monde parce qu'il était prêt à tout pour aller rechercher une pièce de monnaie dans un crachoir pour pouvoir se payer un verre d'alcool. Donc c'était l'apogée, cette première séquence, de la déchéance dans l'alcoolisme de Dude. Alors complètement découragé, Dude va donc déposer les armes, déposer le fusil sur le bar. D'ailleurs, le fait de le déposer sur le bar, c'est pas anodin. C'est d'autant plus renforcé par le panoramique d'accompagnement vers la gauche, toujours ce mouvement vers le bar. Donc on pourrait étudier aussi dans l'extrait tout ce qui concerne les mouvements qui vont vers la gauche, qui vont plutôt vers un côté négatif et tous les panoramiques qui vont plutôt vers la droite, vers un côté positif, la symbolique de la gauche et de la droite. Et c'est à ce moment précis, alors qu'on pense qu'il est complètement dépité, qu'on va assister à un coup de théâtre. C'est-à-dire que à ce moment-là, eh bien, la mise en scène qui est habituellement si fluide et si naturelle chez Hawks et si transparente, tout d'un coup redevient voyante, comme dans le plan sur la plongée qu'on avait eu précédemment. Et donc là, le plan voyant, qu'est-ce que c'est ? C'est ce travelling avant qui est à la fois rapide et appuyé sur la chope de bière. Et donc là, ça marque un tournant. Voilà, et donc ce plan-là a deux fonctions, ce mouvement de caméra. D'abord, c'est associer définitivement la bière à la mort, avec les gouttes de sang qui tombent dans la bière. Et puis la deuxième chose, c'est tout d'un coup permettre très rapidement à Dean Martin de résoudre l'enquête, parce que ça c'est un indice finalement qui donne toute la solution de l'énigme. Donc grâce à cet indice, eh bien, Dude, en un clin d'œil, il va pouvoir retrouver tout le courage qui est nécessaire. Donc là, ça change radicalement en l'espace d'un plan pour pouvoir terminer la mission. Et donc, la résolution de cette histoire, ça va lui permettre évidemment de retrouver le respect et la dignité dans les yeux des gens qui sont en train de l'observer, y compris John Wayne. Guess I'll take that drink now, Charlie. I thought you would. You want that gun? Pick it up. I wish you would. Alors, désormais guéri, dans le plan suivant, eh bien, Dude va ruser un petit peu avec nous, avec tout le monde, et surtout avec les cow-boys qui sont présents. Il va ruser il va se servir de son addiction pour berner un petit peu tous les gens qui sont présents. Alors Hawks choisit donc de le filmer de dos. On a l'impression qu'il est tellement dépité qu'il est de dos maintenant, qu'il fait dos à la caméra, qu'il fait dos finalement à ses obstacles. Il redevient de plus en plus petit, donc prend de moins en moins de place dans le cadre. Et en plus il se dirige vers le barman, comme s'il était en train de céder complètement à la tentation de l'alcoolisme. Mais contre toute attente, à la fin de ce plan, à l'extrême fin du plan, eh bien, ça va révéler l'inverse. C'est-à-dire que Dude se retourne d'un coup, nous fait face. Il entraîne avec lui la caméra, donc c'est plus maintenant lui qui est poussé ou qui est un peu contrôlé par la caméra, c'est lui qui entraîne les mouvements de caméra. Et puis, vous avez le raccord vers le plan suivant qui est une plongée qui se fait très naturellement grâce au coup de feu. C'est-à-dire qu'au moment même du coup de feu, hop, on change de plan et donc ça se fait très très simplement. Alors cette plongée maintenant, elle nous rappelle évidemment la précédente, mais pourtant, si on regarde attentivement, c'est ce qu'on va faire, eh bien on constate qu'il y a de profondes différences. Alors les différences sont les suivantes. Dude, il était en position d'infériorité dans la précédente, puisqu'il était nargué du haut, enfin il était contrôlé du haut à distance par le tueur. Maintenant, il est en train de viser et de tirer sur le tueur, donc il est maintenant plutôt actif et triomphant. Il est dans une posture de professionnel. On sait que Hawks, dans la plupart de ses films, fait toujours un éloge un peu du professionnalisme. Ça c'est quelque chose d'important dans le cinéma de Hawks. Et donc avec cette position à genoux à terre.
Et puis c'est accentué justement, ce coup de feu tonitruant là, c'est accentué par la fumée, par le nuage de fumée. Alors, vous constatez aussi que les différences par rapport à la plongée précédente, c'est les regards qui étaient tous braqués avant sur Dude, c'était lui un peu qui était la risée. Maintenant les regards, il a réussi à détourner les regards sont maintenant braqués vers nous et vers le tueur. La composition de cette plongée a aussi changé. Le bar, il était important sur la partie droite, maintenant il a totalement disparu. C'est-à-dire que Dude a réussi à faire le ménage dans sa tête, dans son univers. Et puis le tueur, alors qu'il paraissait avant caché par le bar, et caché bien tranquillement dans son grenier, maintenant il paraît totalement à découvert. Et puis dans la partie gauche de cette composition du plan, eh bien, vous avez les fûts de bière qui n'étaient pas apparents auparavant. Et donc on a l'impression que le tueur maintenant est définitivement associé à l'alcool et qu'en supprimant le tueur, Dude se débarrasse finalement des deux à la fois. On va donc quitter cette plongée si importante dans l'extrait, mais de façon très naturelle, en utilisant simplement le mouvement du corps du tueur qui tombe, donc raccordant le mouvement pour passer au plan suivant. Et on arrive dans le plan juste après, sur John Wayne, qui peut maintenant reprendre en main la situation, puisque Dude a accompli sa mission, il s'est occupé du tueur, donc maintenant John Wayne peut reprendre sa place de shérif, entre guillemets, adjoint, pour de nouveau seconder Dean Martin. Alors justement, dans ce plan large, eh bien, le shérif Chance, il fait face à tous les autres cow-boys, dans une posture de nouveau inébranlable. Il y a de nouveau un écart entre lui et les cow-boys, donc pour bien marquer la différence, les armes sont de nouveau apparentes, et donc il reprend le dessus. Dans le plan suivant sur John Wayne, qui est un plan taille, rapproché taille, eh bien, on constate que finalement dans l'extrait, on n'aura jamais eu de plan plus rapproché sur John Wayne qu'un plan rapproché taille. Comme s'il y avait une certaine distance à maintenir, un certain respect vis-à-vis de cette figure emblématique de cette ville, le shérif Chance. Stepped in a puddle, all right. It's the fellow we wanted. I guess this is his. Nice, fresh $50 gold piece. It's just about what... Dans ce dernier plan, eh bien, vous avez ce lent travelling qui contraste justement avec le travelling sur la bière, puisque celui-là, ce lent travelling, eh bien, il est presque invisible. Il accompagne Dean Martin. Puis donc finalement, on peut dire que Dean Martin, justement, c'est lui encore qui entraîne la caméra. Et donc ce travelling accompagne Dean Martin dans son mouvement de triomphe, avec de nouveau ce geste. Il va appuyer le genou par terre et puis se mettre un petit peu en position de triomphe sur le corps de son ennemi. Et puis avec à la main donc cette pièce d'or, cette pièce si caractéristique qui fait référence à la première séquence et qui finalement qui représente le prix d'une vie, cette pièce d'or. Et donc c'est finalement très sereinement que Dude, qui a repris confiance en lui-même, peut affronter maintenant, c'est important, le regard du shérif Chance. Vous avez donc le regard de Dude qui va en direction de John Wayne pour lui dire voilà, maintenant j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai retrouvé un peu ma dignité. Et c'est justement l'histoire principale de Rio Bravo que celle finalement d'un homme, la rédemption d'un homme, un homme qui tente de se racheter. Et plus que de se racheter aux yeux de la ville, c'est d'abord se racheter aux yeux de son ami, John Wayne. Alors vous avez vu que finalement le talent de Hawks, on ne le dira jamais assez, c'est pas simplement de faire une mise en scène qui soit un peu invisible, c'est surtout de l'adapter et d'adapter la mise en scène vraiment à l'intrigue. Et finalement, ce qui paraît naturel, c'est que Hawks, finalement, quand il va faire d'autres films dans d'autres genres, eh bien, il va pas forcément garder la même mise en scène. C'est-à-dire qu'il va garder ce côté discret, mais il va adapter à chaque fois sa mise en scène à son propos. Et donc, c'est dans des genres très différents, avec des mises en scène à chaque fois qui s'adapteront, qu'on va retrouver Hawks dans des chefs-d'œuvre, notamment dans la comédie musicale, Les hommes préfèrent les blondes, film mythique avec Jane Russell et Marilyn Monroe. Ensuite, dans le film noir, encore une fois un film mythique, Le Grand Sommeil, Lorraine Bacall et Humphrey Bogart. Et puis, même dans les Péplums, La Terre des Pharaons. Pour ceux qui aiment le Péplum, c'est vraiment un des films les plus admirés. Rio Bravo, le point de départ, c'était une idée de la fille de Hawks, Barbara.
mais c'était aussi la volonté de Hawks de se différencier vraiment de deux films des années 50 qui avaient pris finalement un peu le même point de départ que Rio Bravo. C'est Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnemann et puis 3h10 pour Yuma de Delmer Daves. Le point de départ commun, c'est finalement un homme qui se doit se débrouiller seul avec un prisonnier et qui aurait bien besoin d'aide. Mais alors que dans 3h10 et dans Le train sifflera 3 fois, eh bien, vous avez des gens qui ont besoin d'aide et qui demandent de l'aide, et bien dans Rio Bravo, vous avez un personnage, John Wayne, qui est plutôt en train à chaque fois de refuser de l'aide, de dire mais laissez-moi tranquille, mais je vais me débrouiller tout seul avec le prisonnier, il n'y a aucun problème. Et Hawks trouvait ça finalement très drôle dans Le train sifflera 3 fois, que Gary Cooper soit tout le temps en train de pleurnicher pour avoir de l'aide, avec sa femme notamment Grace Kelly, pour obtenir de l'aide, alors qu'en fait il arrivait à s'en sortir parfaitement seul. Donc, petit pied de nez de Hawks à deux films pourtant importants et ultra classiques du western qu'on vient de citer. Alors Rio Bravo, c'est un monument du western évidemment, mais c'est surtout aussi un monument de l'histoire du cinéma. Et il faut souligner que c'est un des derniers westerns classiques, puisque l'âge d'or classique du cinéma hollywoodien, c'est la fin des années 50, et on sait très bien qu'à partir des années 60, va arriver dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du western d'autres auteurs marquants qui vont détourner un peu cette mise en scène classique pour arriver à des choses beaucoup plus extrêmes. C'est par exemple Sergio Leone avec le western spaghetti. Et puis c'est aussi aux États-Unis Sam Peckinpah avec des westerns marqués par l'ultra-violence. Il est à noter aussi que Rio Bravo, c'est pas simplement un film qui va marquer profondément les cinéphiles, c'est un film qui va marquer aussi profondément son auteur. Puisque finalement, Hawks va avoir, à partir de 1959 de Rio Bravo, va avoir une espèce d'obsession, jusqu'à la fin de la carrière, 10 ans plus tard, de refaire Rio Bravo. Et c'est ce qui va donner donc finalement deux nouveaux avatars, deux nouvelles variations sur Rio Bravo. Ça sera donc dans le cinéma de Hawks, Eldorado et puis enfin Rio Lobo. Voilà, j'espère que cette analyse de Rio Bravo vous aura intéressé et puis je vous dis à très bientôt.